Merci Rénal, tu m'entends bien? Alors bonjour à tout le monde. Effectivement, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier ce soir, Jonathan Paquin, professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval et chercheur responsable au nouveau réseau d'analyse stratégique, je crois. Il se spécialise sur l'analyse de la politique étrangère et les enjeux de société. Jonathan Paquin a publié de nombreux articles scientifiques, notamment dans Cooperation and Conflict, Foreign Policy Analysis, Mediterranean Politics et dans la Revue canadienne de sciences politiques. Il a récemment co-dirigé une toute nouvelle publication, America's Allies and the Decline of US Hegemony, chez Routledge en 2020, et a co-écrit Foreign Policy Analysis Toolbox chez Palgrave Macmillan en 2018. Il a été chercheur Fulbright et professeur invité à la School of Advanced International Studies de l'Université Johns Hopkins à Washington. Il a obtenu son doctorat en sciences politiques de l'Université McGill, pardon. Donc, je passe la parole immédiatement au professeur Jonathan Paquin. Merci à vous. Merci d'abord à Rénal Grégoire pour cette invitation et merci à M. l'ambassadeur Guimond, cher Pierre, d'accepter de modérer cette conférence de ce soir. Alors, le thème, vous l'avez déjà dit, M. Grégoire, c'est les États-Unis en 2020 entre rupture et continuité. Alors, je me propose pendant une trentaine de minutes de vous brosser un portrait assez large de la politique étrangère de la future administration Biden, en cherchant à montrer les éléments de continuité par rapport à l'actuelle administration Trump, mais aussi les éléments de changement, voire de rupture par rapport à ce que nous avons connu au cours des 4 dernières années. Alors, la première chose qu'on doit se demander, c'est est-ce que la politique étrangère de Joe Biden en janvier 2021, hein, on sait que le 20 janvier prochain, il prêtera serment pour devenir le 46e président des États-Unis. Donc, est-ce que sa politique étrangère sera radicalement différente de celle de Donald Trump? Y aura-t-il rupture avec ce que Trump a proposé? Ou en d'autres termes, est-ce que l'Amérique sera de retour, une expression qu'on connaît bien au Canada, est-ce que l'Amérique sera de retour sous Joe Biden? C'est que Joe Biden, il y a 2 ans, lors d'une conférence importante sur la sécurité à Munich, a pris la parole. Il n'était pas encore candidat à l'investiture démocrate, mais il avait conclu son discours en disant « L'Amérique sera de retour, je vous le promets, elle sera de retour ». Alors, il est maintenant élu. Il a, semble-t-il, la possibilité de faire beaucoup. Alors, ce sera à lui à jouer afin de nous montrer, effectivement, si l'Amérique sera de retour. Alors, à ceux qui croient que l'élection de Biden marquera un retour en arrière, à l'époque où les États-Unis étaient la nation indispensable à la gestion des relations internationales, à l'époque où les États-Unis étaient le grand leader de l'ordre international libéral, eh bien, à ceux qui croient que ce sera un retour, je pense qu'ils risquent d'être déçus. Pourquoi? Bien, en partie parce que avant Donald Trump, il y avait Barack Obama au pouvoir. En fait, c'était l'administration Obama-Biden. Et qu'au cours de ces années démocrates à la Maison-Blanche, donc de 2009 à 2017, ce qu'on a observé, c'est que l'administration Obama-Biden a opéré un retrait relatif dans la gestion des affaires du monde. Les Américains, à cette époque, parlaient d'un engagement très sélectif des États-Unis dans le monde. Alors, on cherchait à identifier les enjeux qui représentaient véritablement des questions de sécurité nationale ou d'intérêts vitaux, et tout ce qui était secondaire était en fait mis de côté, où on encourageait alors les alliés à faire davantage pour traiter de ces enjeux donc secondaires. Et à l'époque d'Obama-Biden, donc il y a quelques années, on avait pris l'habitude de parler d'un leadership de soutien de la part des États-Unis. Rappelez-vous la célèbre phrase « leading from behind » sous l'administration Obama. Et c'est ce qu'on a observé en Libye en 2011. C'est ce qu'on a observé en Ukraine en 2014, lorsque il y a eu les événements de la place Maïdan à Kiev et qui ont précipité le départ du dirigeant qui était sur place. Et par la suite, Vladimir Poutine qui s'est ingéré dans les affaires de l'Ukraine, notamment dans le Donbass, dans la partie orientale.
On s'attendait à ce que les Américains fassent plus pour aider les Ukrainiens, pour être à leur côté, mais Obama n'a pas fait énormément de choses. Il est demeuré discret, il a repassé on pourrait dire en fait cette patate chaude à ses alliés européens, plus particulièrement aux Français et aux Allemands. Donc, c'était du leadership from behind avant l'arrivée de Donald Trump. Donc, il est fort possible qu'à partir du 20 janvier prochain, qu'à compter du 20 janvier prochain, l'administration Biden fasse beaucoup dans les 100 premiers jours, qu'elle soit proactive, hyperactive, qu'elle réintègre l'accord de Paris sur les changements climatiques, par exemple, dans le but de marquer une rupture avec l'Amérique de Donald Trump. Ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible aussi que Biden aille de l'avant rapidement avec son idée d'un grand sommet mondial sur la démocratie, dans le but donc de donner de grandes lignes directrices aux États démocratiques qui considèrent que ce sont des valeurs fondamentales pour assurer la stabilité de l'ordre international. Donc, Biden fera certainement beaucoup au cours des 100 premiers jours. Mais je pense qu'au-delà de cette période, les États-Unis feront preuve de plus de retenue et qu'ils se concentreront surtout sur les questions de politique intérieure. Donc, il y aura beaucoup de choses dans le domaine de la rhétorique, donc la rhétorique sera forte, mais je pense que l'administration Biden sera assez mesurée sur le plan des actions. Et il y a plusieurs facteurs qui laissent voir effectivement que Biden ne pourra pas être hyperactif très longtemps sur la scène internationale. D'abord, il y a de très grands défis en politique intérieure. Il y a la crise sanitaire, la crise de la COVID. Vous savez que les États-Unis ont des statistiques extrêmement négatives en termes de gens hospitalisés et de décès. Donc, Biden devra travailler activement à cette crise et c'est d'ailleurs ce qu'il fait actuellement dans cette nouvelle phase donc, de transition de pouvoir. Il y a des difficultés économiques majeures. Il y a plus de 20 millions ou 25 millions d'Américains qui sont au chômage. Il y a une récession importante. Et il y a aussi une polarisation politique aux États-Unis sans précédent qui crée donc énormément de tensions. Donc, tous ces éléments militent pour que, oui, Biden fasse beaucoup au départ, mais retourne un peu à la normale par la suite et cherche à refiler aux alliés la gestion de certains dossiers qui n'occuperont pas Biden au quotidien. Donc, est-ce que l'Amérique sera de retour sous Joe Biden? Est-ce qu'elle reviendra en arrière? Non. On ne revient jamais totalement en arrière. Mais Biden peut quand même espérer normaliser la politique étrangère des États-Unis ou la normaliser partiellement. Et donc, c'est sur cet aspect-là, donc le fait de normaliser la politique étrangère, que j'aimerais maintenant m'arrêter. Et permettez-moi de passer en revue certains dossiers de politique étrangère qui font ressortir ou qui feront ressortir cette normalisation de la politique étrangère américaine. Je parle d'une normalisation partielle parce que vous allez voir, ce que j'anticipe, c'est qu'il y ait continuité à certains égards et donc que le Trumpisme ne disparaisse pas totalement de l'écran radar et de la politique étrangère des États-Unis. Alors, premièrement, regardons les grands axes de la politique étrangère sous Joe Biden, ce qui devrait structurer l'action politique de Joe Biden au cours des 4 prochaines années. Pour être en mesure, donc, de bien illustrer ce qu'il compte faire, je pense qu'il faut d'abord regarder les grands axes de la politique étrangère de l'actuel occupant de la Maison-Blanche, Donald Trump. Donald Trump est un réaliste et un protectionniste. Il est réaliste parce qu'il conçoit les rapports internationaux exclusivement en termes de jeu à somme nulle ou de gains relatifs. C'est-à-dire, et je m'explique, c'est-à-dire qu'à ses yeux, le gain de l'un constitue obligatoirement une perte pour l'autre. C'est en ces termes qu'il conçoit le monde. Ce que je gagne, tu le perds. Ce que tu gagnes, je le perds. Et donc, ça, c'est une vision qui est éminemment réaliste dans les rapports internationaux. Il est aussi protectionniste parce qu'il n'a pas donné libre cours au libre marché pendant son mandat comme président. Sa doctrine de l'America First, c'était essentiellement un cri du cœur pour protéger l'économie américaine et
pour adopter des tarifs, notamment sur les produits d'importation en provenance du Canada, de l'Europe et bien entendu de la Chine. Donc, Trump est protectionniste, il est réaliste. Bien sûr, il ne faut pas penser que Donald Trump est totalement unique dans la mesure où d'autres présidents avant lui s'étaient aventurés sur la voie du protectionnisme quand même. Il faut rappeler, par exemple, l'administration de Richard Nixon, qui au début des années 70 avait décidé d'adopter des tarifs de 10% sur l'ensemble des produits d'importation dans le but de forcer les États en pleine émergence économique à revoir la valeur de leur devise. Donc, ce n'est pas une nouveauté que ces mesures protectionnistes. Mais par contre, ce qu'il y a d'unique avec Trump, et c'est ce qu'on a vu depuis janvier 2017, c'est qu'aucun président avant lui a mis de l'avant le protectionnisme avec autant de détermination, avec autant de constance et avec autant, il faut bien le dire, de violence dans les propos et dans les actions. Donc voilà pour Donald Trump. Maintenant, Biden et le 20 janvier prochain qui nous attend. Biden devrait normaliser la politique étrangère des États-Unis parce qu'il cherchera à ramener l'approche de l'internationalisme libéral. Ce sont des grands mots pour ceux qui ne sont pas familiers avec la politique étrangère américaine, mais cette vision de l'internationalisme libéral dit essentiellement la chose suivante. Pour avoir un ordre international stable, il faut tout mettre en œuvre pour que les États puissent s'entendre, pour que tous les États puissent faire des gains et pour que les États puissent faire croître leurs économies. Pour y parvenir, il faut donc faire deux choses. Il faut mettre de l'avant des organisations internationales, les Nations unies, le GATT, qui est devenu l'OMC en 1995, le G20, le G7, l'APEC en Asie et d'autres organisations régionales dans le but de socialiser, d'échanger de bonnes pratiques et de s'entendre, et dans le but de créer des liens et une confiance réciproque. En marge de ces organisations internationales qui reposent sur des règles établies et sur le droit international, il faut faire la promotion des valeurs libérales au sens politique, la démocratie, le respect et la défense des minorités, le droit de citer, le droit de s'exprimer, le droit de publier librement, la défense des minorités ethniques. Tous ces éléments-là font partie de cet ordre international libéral. Et cet ordre-là, c'est celui qui a émergé du second conflit mondial et qui a été porté en large partie par les États-Unis et leurs alliés, dont le Canada et l'Europe occidentale. Trump, ce qu'il nous a dit depuis 4 ans, c'est « Votre ordre international libéral, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas vrai que je vais être le leader de cet ordre international. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est l'Amérique. L'Amérique d'abord. Je ne serai pas le policeman, si vous me passez l'expression, du monde. Je ne suis que le président des États-Unis et c'est la seule chose qui compte à mes yeux. » Donc, sous Trump, on a accéléré ce retrait relatif de la gestion des affaires du monde. Ça s'était amorcé sous Obama pour des raisons de calcul politique, mais sous Trump, c'est devenu véritablement dogmatique. Et donc, Biden veut ramener cette vision du monde, cette vision de l'ordre international libéral. Il compte occuper l'espace international qui revient tout naturellement à la première puissance mondiale, les États-Unis. Et donc, ça, c'est très important. Et lorsque Biden a été élu, lorsqu'on a eu les résultats samedi dernier, dans toutes les grandes capitales occidentales, ou en tout cas dans toutes les grandes capitales démocratiques du monde, on a poussé un soupir de soulagement. Ça, c'est certain. Mais au-delà de cette vision internationale libérale, c'est certain que Biden continuera à mettre l'accent sur une dimension réaliste aussi, notamment par rapport à la Chine. Il y a cette volonté d'endiguer la Chine, de faire pression sur la Chine. Et je reviendrai sur la Chine dans quelques minutes. Mais donc, à l'ordre international libéral et à cette grande vision du monde, il faut adosser aussi, jusqu'à un certain point, le réalisme politique qui est nécessaire et aussi, et c'est la raison pour laquelle je dis qu'on ne reviendra pas en arrière, le protectionnisme sous Biden. À l'époque d'Obama, à l'époque de Bush, on ne parlait pas de protectionnisme, on parlait de free market, le libre marché. Et pour les démocrates, ça fait très mal parce que la base électorale du Parti démocrate
souhaitaient du protectionnisme, de meilleurs emplois, de meilleure protection des emplois. Et les démocrates disaient, au cours des dernières années en campagne électorale, oui, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour vous aider, mais une fois au pouvoir, ils maintenaient en fait cette volonté de signer des traités de libre-échange sans nécessairement accorder peut-être l'attention nécessaire aux problèmes des travailleurs aux États-Unis. Biden l'a appris. Il a vu que l'élection de 2016 a été gagnée par Trump, par la peau des dents. Hillary Clinton n'a pas réussi à devenir présidente, en partie parce que, en termes économiques, c'était le libre-échange et c'était les traités de libre-échange qui vraiment occupaient l'espace. Biden sera un président protectionniste, comme Trump a été un président protectionniste. La différence, c'est dans la manière, c'est dans le ton. Je pense que Biden ne sera pas violent, ne sera pas aussi caractériel et intempestif que Trump a pu l'être, mais son plan de Buy America, qui est un plan extrêmement vaste, qui a pour objectif d'amener l'État fédéral à investir dans l'économie des États-Unis en faisant en sorte que les entreprises américaines pourront soumissionner pour des grands projets dans le domaine des infrastructures, dans le domaine technologique. Ça, c'est du protectionnisme. Et ça fait partie, il faut bien le reconnaître, de l'héritage de Donald Trump. Ce n'est pas de cette façon-là que Biden formule les choses, mais la réalité, c'est que c'est un héritage de Donald Trump. Donc, la principale différence entre Trump et Biden, c'est que Biden ramènera l'internationalisme libéral, le multilatéralisme, l'importance des organisations internationales, l'importance de la collaboration avec les alliés, tant du bassin Indo-Pacifique que des alliés de l'Europe. Il y aura moins de décisions unilatérales sous Biden que ce qu'on a pu voir sous l'administration de Trump, c'est bien évident, mais il y aura tout de même une forme de continuité. Donc, America is back, ça sera un retour, mais bien différent de ce qu'on a pu voir avant l'élection de Donald Trump. Maintenant, plus concrètement, quittons les grands axes de la politique étrangère qui nous attendent sous une administration Biden. J'aimerais vous parler d'un certain nombre d'enjeux, dont l'OTAN, la Chine, la Russie, l'Iran, et si on a un peu de temps aussi, le Canada. Parce que je vois que le temps passe, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de l'OTAN? Je pense que Biden, face à l'OTAN, sera dans la normalisation des relations. Vous savez qu'au cours des 4 dernières années, les membres de l'OTAN ont eu chaud et il y a eu énormément de tensions au sein de l'Alliance, en partie parce que Trump, en campagne électorale en 2016, a laissé entendre que cette alliance était désuète et qu'elle coûtait beaucoup trop cher et qu'à moins d'un réinvestissement de la part des membres de l'OTAN, les États-Unis de Trump pourraient tout simplement ne pas honorer leur engagement de défendre leurs alliés en cas d'attaque ou de menace de la part d'un non-membre, essentiellement. Tout au long de ces 4 années au pouvoir, Donald Trump a mis l'accent sur une seule chose. Il était obsédé par une seule chose, c'était les investissements des membres de l'Alliance dans leur défense. Et ce qu'il disait, c'était: vous devez investir l'équivalent de 2 % de la valeur de votre produit intérieur brut en défense, tous autant que vous êtes, sans quoi je pourrais ne pas vous aider en cas de besoin. Alors, il faut savoir qu'au moment où il arrive au pouvoir, il n'y a que 5 pays sur 29 qui investissent 2 % de la valeur de leur produit intérieur brut en défense. Le Canada est loin derrière, on est à 1 % à cette époque-là. Et à chaque sommet de l'OTAN, Donald Trump rappelle l'importance du 2 %. Alors, pourquoi c'est important le 2 % à ses yeux? Bien, premièrement, si les Alliés investissent plus en défense, c'est donc qu'ils achèteront plus aux États-Unis. Il faut comprendre que le complexe militaro-industriel est extrêmement lucratif aux États-Unis. Et évidemment, si le Canada décide d'investir beaucoup plus, il y a de bonnes chances qu'il achète chez les grands fabricants américains. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que Trump était convaincu que les Alliés vivaient aux dépens des États-Unis et profitaient des États-Unis. Et donc, ça le mettait littéralement en colère. Ne vous attendez pas à ce que Biden mette autant l'accent sur le sempiternel 2 % d'investissement. En fait, j'ai l'impression que Biden ne parlera pas de ça au cours des 4 prochaines années pour un certain nombre de raisons. Premièrement, parce que ça divise les membres de l'OTAN, ça crée énormément de tensions. Et deuxièmement, parce que depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, il y a plein d'alliés membres de l'OTAN qui ont décidé de revoir à la hausse leur budget de la défense. Alors, le Canada est à 1 %, on va être à 1,6, 1,7 tout prochainement. Donc, les alliés ont revu à la hausse leur budget de la défense, soit pour plaire à Trump, soit parce qu'ils craignaient l'abandon, la peur que les États-Unis ne soient pas là pour eux en cas de besoin,
mais aussi parce que dans certains cas, les États devaient investir pour renouveler leur quincaillerie, donc leur appareillage militaire. C'était notamment le cas du Canada, où on va investir 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie et demie dans des acquisitions militaires et dans l'entretien de ces équipements. Alors, c'est énormément de sous. Donc, côté OTAN, les choses devraient bien aller. Je pense que Trump va chercher à assurer une cohésion. Il veut faire front commun, notamment face à la menace russe. On verra s'il sera capable de livrer la marchandise, mais chose certaine, de ce point de vue-là, l'Amérique est de retour au sein de l'OTAN. Je pense que les choses sont assez claires de ce côté-là. Quelques mots sur la Chine. Je ne sais pas si on peut parler de la Chine en quelques mots, mais je vais faire de mon mieux. Je pense que face à la Chine, il y aura à la fois normalisation et continuité. D'abord, normalisation. Le candidat Biden, au cours d'élections présidentielles, a cherché à normaliser la politique étrangère américaine face à la Chine en faisant valoir que ce régime se comportait mal. Donc, d'un point de vue des valeurs politiques, Biden a critiqué vertement la Chine. Il a notamment qualifié le président chinois Xi Jinping de voyou. Il a accusé Pékin d'être responsable d'un génocide face aux populations ouïghours. Et il a fustigé Donald Trump parce que Trump n'a pas souhaité rencontrer le Dalai Lama, le chef spirituel du Tibet. Donc, c'est une forme de retour à une normalisation parce qu'historiquement, les États-Unis sont assez critiques des agissements politiques du régime de Pékin. Alors, de ce point de vue-là, il y a normalisation. Mais il y aura continuité aussi dans la mesure où, à Washington, il y a maintenant consensus à l'effet qu'il est nécessaire d'adopter une approche ferme, conflictuelle, non complaisante face à la Chine. Et ce consensus, il est fort. On retrouve cette idée autant chez les républicains que chez les démocrates. Et ce n'était pas nécessairement le cas sous Obama ou sous George W. Bush avant lui. Donc, ce consensus, il est là et Biden s'inscrit dans ce consensus. Je vous parle de consensus. Pour ceux et celles qui s'intéressent à la politique internationale et qui ont la chance de regarder une fois de temps en temps CNN, il y a l'émission dominicale de Fareed Zakaria qui est vraiment très en vue aux États-Unis pour les enjeux de politique internationale. Et Fareed Zakaria a fustigé Donald Trump pendant 4 ans à peu près sur tous les dossiers, à l'exception de la Chine, où il a reconnu que Donald Trump avait raison d'être très ferme et d'être très dur face à la Chine, parce que la Chine se comporte mal, elle viole les règles, elle vole la propriété intellectuelle, elle fait de l'espionnage industriel, elle commet des cyberattaques, et donc qu'il faut confronter la Chine. Et donc, je pense que Biden s'inscrit dans ce sillage et poursuivra jusqu'à un certain point la politique de Trump. D'ailleurs, pendant la campagne électorale, à aucun moment Joe Biden a dit qu'il allait mettre un terme aux tarifs sur l'équivalent de 360 milliards de dollars en produits d'importation de la Chine. Il n'a pas parlé de ça. Alors, le 20 janvier prochain, il sera à la tête de l'exécutif. Ces tarifs seront toujours d'actualité et ce sera une belle carte pour Joe Biden. Ce sera à lui de voir si cette tasse de trèfle, en quelque sorte, laissée par le président Trump, sera utilisée à bon escient. Il peut l'utiliser comme levier politique, Biden. Il peut dire aux Chinois, écoutez, oui, je vais lever les tarifs, mais vous allez faire des concessions sur différents enjeux. Il faudra voir comment est-ce qu'il jouera ses cartes à ce moment. Donc, je pense que Biden restera assez ferme face à la Chine. Il mettra l'accent sur ce qu'on appelle souvent le engagement et containment. D'un côté, on collabore avec la Chine sur certains dossiers parce qu'on n'a pas le choix, les changements climatiques, par exemple. La Corée du Nord en est un autre. On a absolument besoin de la Chine pour avancer dans ce dossier. Mais il y aura aussi le containment, c'est-à-dire que le pivot stratégique des États-Unis qui avait été opéré sous Obama sera maintenu. On cherchera sans doute à intensifier les relations bilatérales avec le Vietnam, avec l'Inde, avec le Japon, avec l'Australie, avec les Philippines, avec plein d'autres États de la zone Indo-Pacifique, dans le but de contenir, d'endiguer la Chine. Quelques mots sur la Russie maintenant. Alors, je vous disais tout à l'heure que Biden est très pro-OTAN et on sait que la Russie déteste l'OTAN, bien entendu, parce qu'elle est structurée
autour de la menace russe. C'était comme ça en 1949 et ce l'est encore en bonne partie aujourd'hui. Et donc, pour Vladimir Poutine, l'élection de Biden, ce n'est pas une bonne chose. Je pense que les relations avec Trump ont été plutôt bonnes. Je pense que Donald Trump a été plutôt accommodant, pour dire le moins, avec le régime de Vladimir Poutine, et on pourra y revenir. Je ne pense pas que ce sera le cas sous Joe Biden, loin de là. Et donc, il veut, comme je le disais, jouer un rôle actif au sein de l'OTAN. Il a laissé entendre que l'article 5, évidemment, donc que la défense collective allait fonctionner sous son administration et qu'il n'allait pas y avoir de conditions pour que les États-Unis prêtent main forte à leurs alliés. Donc, les États baltes et les États d'Europe de l'Est ont dû pousser un soupir de soulagement samedi dernier avec l'élection de Biden, encore une fois. Cela étant dit, ce qui risque d'être un peu difficile pour Biden dans cette relation avec l'Europe et la Russie, c'est que les Européens de plus en plus parlent d'une Europe de la défense. Ils parlent d'une autonomie stratégique. Les États européens considèrent qu'avec Trump, on ne pouvait plus se fier aux États-Unis pour assurer leur sécurité et que de remettre la sécurité du continent européen entre les mains d'une poignée d'électeurs provenant des swing states aux États-Unis, parce que c'est eux qui décident si c'est un républicain ou un démocrate essentiellement qui sera élu, que c'était un risque qui ne sont plus prêts en fait à courir. Et donc, il y a de fortes chances pour que Biden soit obligé de calmer les ardeurs des États européens pour faire front commun face à la Russie sur un certain nombre d'enjeux, notamment dans le dossier ukrainien, mais aussi sur des enjeux qui touchent à la cybersécurité et aux guerres hybrides que les Russes mettent de plus en plus de l'avant, et je pourrai y revenir plus tard. En même temps, Biden ne peut pas être trop dur avec la Russie. Alors, il peut certainement normaliser la relation, normaliser la politique étrangère face à la Russie, mais en même temps, il a besoin de la Russie pour certains dossiers d'importance. Par exemple, le traité START sur la limitation des armes stratégiques qui a été signé sous Barack Obama en 2010 vient à échéance en février prochain. Excusez-moi. Et le président actuel, Donald Trump, a indiqué qu'il n'était pas intéressé à signer à nouveau ce traité, à prolonger ce traité. En partie parce qu'il jugeait qu'il avait tous les moyens de lancer une course à l'armement contre la Russie compte tenu du budget considérable de la défense aux États-Unis. Mais pour Biden, le traité START est extrêmement important. Ce traité permet de limiter le nombre d'ogives nucléaires que les deux États ont en leur possession et il limite à 700 le nombre de missiles stratégiques que chacun des deux parties a le droit de posséder. Donc, il faudra faire attention. Il faudra à la fois être dans la coopération et être dans, disons, la confrontation jusqu'à un certain point avec la Russie. Excusez-moi. Quelques mots, je vois qu'il est 20h02. Je pourrais peut-être tout de suite parler rapidement du Canada avant peut-être de revenir sur l'Iran, parce que c'est un dossier extrêmement important qui a occupé une bonne partie du deuxième mandat de Barack Obama. Commençons par l'Iran. Allez, on parle de l'Iran, puis je termine avec le Canada. Dans le dossier iranien, je pense que l'administration Biden cherchera à normaliser la politique étrangère américaine, c'est-à-dire que Biden a déjà indiqué qu'il souhaitait réintégrer le JCPOA, c'est-à-dire le Joint Comprehensive Plan of Action qui avait été conclu par l'administration Obama et par d'autres puissances à l'été de 2015. C'était un accord avec Téhéran qui avait pour objectif de limiter, de contraindre le programme nucléaire militaire de l'Iran. On sait que c'est un programme militaire qui faisait peur et on considérait que l'Iran était sur le point de devenir une puissance nucléaire et on voulait à tout prix stopper l'Iran avant qu'elle franchisse le Rubicon. Et cette entente a fonctionné et l'Iran s'y est conformé. Le problème, c'est qu'une fois que Trump est arrivé au pouvoir, il considérait qu'on ne pouvait pas faire confiance à l'Iran, entre autres pour des raisons idéologiques, certainement aussi pour des raisons partisanes, et on pourra y revenir aussi. Il a tout fait pour saper cet accord, pour le déchirer, pour amener l'Iran à sortir de ses gonds. Et finalement, Trump a décidé de se retirer de cet accord, ce qui n'a pas plu, bien entendu, à d'autres États, notamment la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Et donc, depuis que Trump est sorti de cet accord, l'Iran a décidé de violer cet accord. Pour la première fois, l'Iran a violé cet accord en mai de cette année, en fait, en mai dernier.
Et l'Iran a laissé entendre que si Biden souhaitait revenir au sein du JCPOA, qu'elle pourrait, bien entendu, aussi se conformer à cette entente, mais que Biden allait devoir offrir des compensations financières au régime de Téhéran à cause des dommages causés par le retrait de Donald Trump de l'accord et surtout du régime de sanctions économiques qui a été imposé avec énormément de violence contre le régime de Téhéran lorsque Donald Trump s'est retiré de cet accord. Alors, il faudra voir si Biden ira de l'avant avec l'accord. L'impression que j'ai, c'est que oui. Mais Biden voudrait élargir cet accord. Alors, il va utiliser la possibilité de revenir dans l'accord avec l'Iran comme levier pour obtenir plus de concessions de la part de Téhéran. L'une des concessions que Biden cherchera à obtenir, c'est que l'Iran accepte de ne plus procéder à des essais de missiles balistiques. On sait que les essais de missiles balistiques ne faisaient pas partie de l'accord de 2015 et plusieurs aux États-Unis ont dit « mais comment on a pu oublier cet aspect ?» Donc, c'est possible que ça soit englobé. Il faudra voir si on peut aller plus loin dans ce dossier. Ça reste à voir. Ça demandera certainement beaucoup de temps et d'énergie du côté des conseillers du prochain président Biden. Le Canada, maintenant. Justin Trudeau a été le premier dirigeant à appeler, à contacter Joe Biden pour le féliciter pour son élection. Évidemment, de ce côté-ci de la frontière, je pense que la grande majorité des Canadiens se réjouit de l'élection de Joe Biden, en partie parce que Biden et Trudeau, premièrement, ont une relation interpersonnelle qui est riche. Ces deux hommes s'entendent merveilleusement bien. Lors de la dernière visite du vice-président Biden à Ottawa en décembre 2016, juste avant l'arrivée en fonction de Donald Trump, Biden a fait un discours dans lequel il a dit « le Canada, c'est la famille pour nous. On considère que le Canada, ça fait partie d'un tout, ça fait partie de l'Amérique du Nord, vous êtes avec nous. » Et il y a fort à parier, donc, que sous Biden, que cet esprit de collégialité, que cette harmonie revienne. Alors, ne vous attendez pas à ce que Biden impose des tarifs sur l'aluminium ou l'acier au Canada ou qu'il menace d'imposer des tarifs sur des pièces de voitures qui sont faites à Oshawa ou qu'il traite le premier ministre du Canada de menteur, de traître ou d'homme à deux visages ou je ne sais trop. Il y aura une normalisation de la relation. Alors, au niveau des valeurs, au niveau de certains objectifs politiques, on pense à l'accord de Paris notamment, ça sera certainement bon. Pour ce qui est de l'ALENA 2.0 ou l'ASEAN, il n'y aura aucun changement. Vous pouvez être certain que les Américains ne chercheront pas à revenir sur cet accord qui a été conclu avec beaucoup de difficultés. Mais ce que ça permettra surtout au Canada, l'élection de Biden, c'est de la prévisibilité. On va être capable de prévoir plusieurs coups à l'avance, ce qui n'était pas possible avec Trump à cause justement de ses décisions intempestives qui étaient parfois incompréhensibles. Mais il y aura, je le répète, une absence de menace et ça, c'est très important. Une fois qu'on a dit ça, il y aura une normalisation dans nos relations, mais il y aura aussi certaines embûches. Je pense que la principale difficulté pour le Canada, ce sera le plan Buy American de Joe Biden. Je le répète, Biden aura une politique économique protectionniste. Et donc, pour les entreprises canadiennes, ce n'est pas de bon augure. Évidemment, pour que les entreprises canadiennes puissent croître sur le continent nord-américain, ils doivent avoir les mêmes avantages que les entreprises américaines. Ils doivent pouvoir s'en remettre au libre marché. Alors, si Biden, avec le Trésor fédéral, avantage les entreprises américaines parce qu'il veut acheter américain et les aider, c'est un désavantage considérable pour les entreprises canadiennes. Alors, Justin Trudeau est déjà à pied d'œuvre pour s'assurer qu'il y aura des exemptions ou pour que le Canada aura la possibilité, ou les entreprises canadiennes auront la possibilité de faire des soumissions pour les grands travaux d'infrastructure dans le domaine technologique aux États-Unis, sans quoi notre économie pourrait en pâtir. Alors ça, c'est peut-être la zone d'ombre à l'horizon. On sait que notre économie est une économie d'exportation et donc il faudra veiller au grain et s'assurer d'amadouer Joe Biden. Je m'arrête ici. J'aurais pu parler encore longtemps. J'ai beaucoup de matériel, mais un des objectifs, évidemment, c'est d'échanger avec vous et d'échanger avec les responsables du CIC. Donc, je m'arrête. Merci de vous être branchés ce soir pour cette discussion. Et alors, Pierre Guimond, je te cède la parole. Merci beaucoup, Jonathan Paquin. J'ai beaucoup de questions qui sont arrivées pendant la conférence. J'ai essayé de les regrouper sous différents thèmes. J'en vois un premier, un peu dans l'ordre chronologique de la présentation, sur le système international
l'ordre international dont vous avez parlé. Et la question est la suivante. L'ordre international dans ses institutions, doit-il être libéral ou juste un ordre international sans autre qualificatif, histoire d'inclure le plus grand nombre? Le libéralisme ne faisant plus unanimité dans le monde, on le sait, dans les pays occidentaux, entre autres, comment faire adhérer à des instances internationales de plus en plus de pays qui n'adhèrent pas ou plus au libéralisme? Et j'en ai plusieurs autres, là. Pour la longueur des réponses, il faudrait être prudent. Alors, ça, c'est une excellente question, premièrement. Je ne sais pas qui l'a posé, mais c'est une très bonne question. C'est un dilemme auquel fait face les États libéraux occidentaux. Et je m'explique. D'un côté, ce sont des États qui ne souhaitent pas de changement majeur. Ce sont des États du statu quo. Ils veulent maintenir l'ordre qu'ils ont toujours connu parce que c'est un ordre qui les avantage, mais c'est aussi un ordre qui porte des valeurs qui sont au cœur de leur propre projet politique. Une fois qu'on a dit ça, vous avez raison, il y a de plus en plus d'États émergents qui sont très souvent autoritaires et qui ne partagent pas ces valeurs. Je pense que, bon, évidemment, la Chine ne partage pas ces valeurs. Je pense que le Brésil de Bolsonaro ne partage pas ces valeurs. Je pense que la Turquie de Erdogan ne partage pas ces valeurs. Et il y en a d'autres. Alors, si on pousse trop et si on est trop rigide dans nos volontés politiques, c'est-à-dire que si on met trop l'accent sur l'ordre libéral plutôt simplement que sur l'ordre avec des règles, ben, on risque d'amener d'autres joueurs, les joueurs qui sont en pleine ascension, à développer un modèle parallèle. Et c'est déjà ce qu'on observe aujourd'hui avec la Chine. Alors, la Banque asiatique d'infrastructure qui a été mise sur pied en 2013 joue un peu ce rôle, c'est-à-dire qu'elle vient en quelque sorte s'imposer comme modèle alternatif au consensus de Washington qui s'est développé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui a accouché de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Bon. Alors ça, c'est déjà un premier signal à l'effet que si on est trop rigide et si on ne fait pas suffisamment de place aux joueurs non démocratiques, ben, ces joueurs diront tout simplement, moi, je quitte le G20, je quitte les instances que les Nations unies et que les États occidentaux ont développées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui même me suivent. Alors, il faut éviter ça. Il faut éviter ça et il faut éviter aussi ce qu'on appelle, généralement dans le domaine commercial et économique, le découplage, mais ça s'applique aussi au domaine politique. Il faut éviter qu'il y ait deux modèles parallèles qui se mettent de l'avant. Il faut aussi éviter que deux modèles se mettent de l'avant en bonne partie parce que, contrairement à l'époque de la guerre froide, où il y avait deux modèles de société à vocation universelle, le modèle libéral capitaliste et le modèle marxiste-léniniste communiste, à cette époque, il n'y avait pas de lien économique majeur entre les deux blocs. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a une interdépendance complexe entre l'ensemble des États. Les États sont intégrés au niveau financier, au niveau commercial, et donc, on n'a pas intérêt à voir partir sur le plan politique des États qui ne pensent pas comme nous. De là, donc, le dilemme majeur auquel on fait face. D'un autre côté, c'est de bonne guerre que de militer pour nos propres valeurs. Il faut bien voir que c'est vrai que depuis quelques années, il y a une sorte de récession démocratique, comme on l'appelle. Il y a de plus en plus d'États qui ont fait des pas vers la démocratie dans les années 90 et 2000, qui reviennent en arrière. Mais ce n'est pas nécessairement une tendance lourde. Il faudra voir, il y a encore un grand nombre d'États démocratiques et riches qui peuvent, me semble-t-il, apporter certains changements, certains aménagements pour faire en sorte que d'autres se sentent bien représentés, mais tout en poussant pour leurs valeurs. Donc, c'est un dilemme qui est là pour rester. Il n'y a pas, me semble-t-il, de réponse ou de solution claire à cette excellente question. Très bien. Alors, vous étiez en train d'aborder les questions régionales. Alors, commençons dans cette section-là. Où ira le président Joe Biden pour sa première visite à l'étranger? Ah, ça, Ottawa, je vous donne trois options. Ottawa, Pékin ou Berlin? Alors, écoutez, je pense qu'il aurait intérêt à aller à Pékin. Je pense qu'il ira possiblement à Berlin. Alors, évidemment, au Canada, on s'attend toujours, et ça par convention, à ce que le president-elect, ou plutôt le nouveau président des États-Unis, vienne à Ottawa dans le cadre d'une première visite à l'étranger. J'ai déjà plusieurs collègues à Ottawa qui sont en train de voir à quel moment ça va être, etc. Ça n'a aucune importance qu'ils viennent au Canada en premier ou en dernier.
Ce qui est important, c'est le signal qu'il enverra. On le sait que les relations entre Biden et Trudeau, ou entre Biden et O'Toole ou Jack Mincing, s'il devait y avoir une élection, parce qu'on sait qu'on est en période de gouvernement minoritaire, seront bonnes, très bonnes, voire excellentes. Mais je pense qu'il aurait intérêt à donner une direction claire. En se rendant à Pékin, il ferait la démonstration que oui, on peut être dur face à Pékin, mais qu'il y a quand même une porte ouverte et qu'on est prêt à dialoguer, à écouter et à mieux se comprendre. Donc, ça pourrait être un signal intéressant envoyé. Évidemment, si Biden va à Pékin, on comprendra que ce n'est pas parce que Biden a en très haute estime le régime de Pékin. Alors que Donald Trump, lui, lorsqu'il s'est dirigé à l'étranger pour sa première visite, si ma mémoire est bonne, s'était rendu en Arabie Saoudite. Et tout le monde disait, ah, ben c'est peut-être parce que le régime saoudien, Trump trouve que c'est un bon régime et qu'il aimerait avoir autant de pouvoir chez lui. Je pense que tout le monde va comprendre que si Biden se rend à Pékin, c'est pour des raisons géostratégiques, mais aussi pour donner le temps. Mais je pense que Berlin serait un choix naturel, ne serait-ce que parce qu'il souhaite rétablir de bonnes relations avec ses principaux alliés. On sait que la relation entre l'Allemagne et les États-Unis a pâti au cours des dernières années. Les relations ont été exécrables. Donald Trump a imposé des tarifs, mais a été très dur aussi dans ses propos face à la chancelière Merkel, en disant que l'Allemagne vivait aux dépens des États-Unis. Donc, peut-être que Pékin sera un choix logique, mais je pense que Berlin serait un choix logique, mais je pense que Pékin serait le choix le plus intéressant et le plus utile pour Biden. D'accord. Ben déjà, donc, on se dirige vers la Chine et là, on a toute une série de questions sur la Chine. Alors, j'essaie de les regrouper et vous les distiller encore davantage. D'abord, dans l'ordre chronologique, la mer de Chine. Comment Biden abordera-t-il les revendications chinoises à partir de la mer de Chine, peut-être ailleurs? Deuxièmement, lien entre la Chine et la Russie. À quoi devrait-on s'attendre d'une administration Biden vis-à-vis de la Russie et par rapport à ces normalisations des relations avec la Russie pour mieux endiguer la Chine, ou est-ce déjà joué d'avance? Je retourne avec la Chine. Donc, on avait aussi est-ce que le leadership américain peut se renforcer par rapport à la Chine ou s'il continuera à s'affaiblir par rapport à ces deux ces deux puissances, une très grande et une un peu moins grande, la Chine et la Russie? J'en vois d'autres. Je vois encore la Chine. Non, on reviendra ici. On passera ensuite à la Corée du Nord, c'est pas loin. Et puis, je pense que c'est à peu près ça pour l'instant. Voilà. Vaste programme. Alors, pour ce qui est de la mer de Chine, d'abord, merci pour ces questions. Elles sont toutes de grand intérêt. Je vais essayer de vous donner les réponses j'espère les plus satisfaisantes. La mer de Chine, c'est un cas extrêmement complexe et les Américains n'aiment pas trop gérer ce dossier, encore une fois, parce qu'il est complexe et qu'il pourrait éventuellement amener les États-Unis et la Chine à peut-être pas entrer directement en confrontation, mais à faire face à une crise internationale majeure. Alors, il faut savoir qu'en mer de Chine méridionale, parce qu'il y a la mer de Chine méridionale qui pose problème, il y a la mer de Chine orientale qui pose problème aussi avec les îles Senkaku qui appartiennent au Japon. Mais concentrons-nous sur la mer de Chine méridionale. Vous savez que les États de la région, la Chine bien sûr, mais d'autres comme le Vietnam, comme les Philippines et plusieurs zones, ont des revendications maritimes. Ils ont des zones économiques exclusives, donc des zones qui essentiellement sont des eaux territoriales où ils peuvent exploiter les ressources. Donc, chacun de ces États a des revendications maritimes. Le problème, et ces revendications sont reconnues en vertu du droit international, le problème, c'est que la Chine ne reconnaît pas ces zones économiques exclusives, ou du moins une partie des zones économiques exclusives de ses voisins, pour des raisons historiques. La Chine considère qu'elle a un droit naturel et historique en mer de Chine, et elle a déjà dessiné il y a fort longtemps donc ces fameux 9 traits, le Nine Dash Line, où elle dit, bon, ben voyez, moi, la quasi-totalité de la mer de Chine, elle m'appartient. Moi, je la revendique. Et tant les Nations unies que les puissances internationales comme les États-Unis ont dit à la Chine, c'est faux. Vos revendications sont illégales en vertu du droit international
Et parmi vos revendications, vous revendiquez une partie des eaux internationales qui devraient être libres de navigation. Et nous, comme première puissance mondiale, les États-Unis, nous allons continuer à opérer et à envoyer donc notre flotte en eau internationale parce que c'est un passage libre d'accès. Le problème, encore une fois, c'est que la Chine refuse. Elle refuse de s'en remettre à ce que le droit international dit et aux pressions des États dans la région. Non seulement ça, mais la Chine, comme vous le savez, au cours des dernières années, a littéralement créé des îles. Elle a créé des îles, parmi l'archipel des îles Sparkley, en faisant du remblayage essentiellement, avec des navires qui allaient porter du sable. Ils prenaient du sable sur les berges chinoises pour aller créer des îles. Ils en ont créé des dizaines. Et sur plusieurs d'entre elles, il y a maintenant des bases militaires. Donc, ça permet à la Chine de pouvoir se déployer dans son étranger proche en ayant donc des bâtiments de guerre. Et les États de la région ne font manifestement pas le poids. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Alors, face à cette situation-là, les États-Unis continuent à naviguer en eau internationale. Le problème, c'est que la Chine, qui ne reconnaît pas les eaux internationales, se met à la poursuite des bâtiments américains en leur demandant « Qui êtes-vous? Où allez-vous? Est-ce que vous nous avez demandé la permission? » Et donc, les militaires américains doivent dire « Nous sommes des Américains, c'est un passage en eau internationale. » Bon, alors, je résume hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est une situation extrêmement complexe et tendue. Et la Chine ne reculera pas. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, il faut savoir ce que les États-Unis sont prêts à faire. Sous Barack Obama, on a mis de l'avant ce qu'on a appelé le pivot stratégique. Dès 2011, le secrétaire à la Défense des États-Unis, Leon Panetta, et la secrétaire d'État Hillary Clinton ont annoncé ce pivot. Essentiellement, c'est-à-dire au cours des 10 prochaines années, il y a 60 % de notre flotte, mais aussi 60 % de notre force aérienne qui sera redéployée dans la région Indo-Pacifique. Et à cette stratégie militaire était adossé le partenariat transpacifique, cette zone de libre-échange qui devait permettre de raffermir les liens économiques avec les alliés, ce qui n'a pas vu le jour parce que Donald Trump, par décret, a décidé donc de sortir du partenariat transpacifique. Et donc, à la fin de l'administration Obama, on sentait très bien que le département d'État était quasi muet face aux violations du droit international faites par la Chine en mer de Chine méridionale. Donald Trump ne s'en est pas occupé non plus beaucoup. Il s'est surtout occupé de commerce. Son obsession, c'était la balance commerciale négative des États-Unis face à la Chine. Et il a tout misé là-dessus. Les aspects géostratégiques, honnêtement, ne faisaient pas partie de ses préoccupations. Il faudra voir ce que Biden fera. Biden est bien au courant du problème en mer de Chine méridionale. Le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire avant d'entrer en confrontation directe avec la Chine. Alors, on peut faire peur, on peut mettre de l'avant une diplomatie coercitive, c'est-à-dire laisser entendre à la Chine qu'on est prêt à tout, qu'on est prêt à laisser tomber les gants, comme on dit au hockey, si elle ne rebrousse pas chemin ou si elle ne cesse pas de développer des îles artificielles. Et il faudrait voir si la Chine est prête à reculer ou à stopper. Le problème, c'est que si la Chine ne stoppe pas, ben là, les États-Unis ont l'obligation de passer de la parole aux actes et de mettre de l'avant des mesures coercitives, notamment militaires. Les États-Unis seraient prêts à entrer en guerre avec la Chine? Non. Pourquoi? Parce que, premièrement, ce sont deux partenaires économiques majeurs. Deuxièmement, les deux disposent de l'arme nucléaire. Donc, on fait face à une situation extrêmement complexe. Je ne suis pas convaincu que Biden ira très loin dans ce dossier. Et rapidement, pour ce qui est de la mer de Chine orientale et les îles Senkaku qui appartiennent au Japon, Biden rappelait hier ou avant-hier que le traité de défense mutuelle entre le Japon et les États-Unis, qui a été signé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, que ce traité incluait la protection des îles Senkaku, ce qui n'était pas clair sous l'administration Trump. En d'autres termes, l'administration Biden serait ultimement prête à entrer en confrontation avec la Chine continentale pour défendre les îles japonaises. Alors, évidemment, il y a loin de la coupe aux lèvres, là, mais sur papier, théoriquement, c'est le signal qu'a envoyé Biden. Alors, je m'arrête ici pour la mer de Chine et puis on pourrait parler de Taïwan, hein, parce que Taïwan est un dossier éminemment complexe. On sait que l'administration Trump vient de conclure des accords dans le domaine des armements avec Taïwan au cours des derniers jours à hauteur de plusieurs milliards de dollars.
Alors, il faudra voir si Biden choisira de résilier le dit contrat d'armement. Je ne pense pas, mais est-ce que Biden serait prêt à entrer en guerre pour sauver Taïwan? J'en doute fortement. Après tout, Obama n'était pas prêt à entrer en guerre avec la Russie pour sauver l'Est de l'Ukraine ou la Crimée. George Bush, fils, n'a pas été prêt à faire la guerre à la Russie pour sauver le nord de la Géorgie à l'été de 2008. Donc, qu'il s'agisse de Hong Kong ou de Taïwan, je doute que Biden soit prêt à jeter les gants, encore une fois, j'utilise l'expression, pour sauver ses partenaires. Et c'est bien malheureux, mais en même temps, on fait la politique avec des réalités, comme disait un certain général français. Rapidement, pour ce qui est de l'alliance entre la Chine et la Russie, oui, ça c'est une question qui est très pertinente, une question géostratégique. La Chine et la Russie ont intensifié leurs relations au cours des dernières années. On sait que le sommet de Shanghai à chaque année qui permettent à la Chine, à la Russie et à d'autres États en émergence de se concerter, d'échanger des informations, de signer des ententes. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les États-Unis seront capables de briser cette alliance entre la Chine et la Russie? On dit souvent diviser pour mieux régner. C'est ce que l'administration de Nixon avait fait entre l'Union soviétique et la Chine de Mao au début des années 70. Diviser le bloc communiste. Il faudra voir si les Américains auront la présence d'esprit pour essayer justement de créer des frictions, des tensions entre la Chine et la Russie pour les amener à stopper en quelque sorte leur intégration progressive. En même temps, si on regarde la géographie, il est tout à fait naturel et normal que la Russie et la Chine collaborent davantage. Vous savez que le Belt and Road Initiative, les nouvelles routes de la soie, lancées par Xi Jinping officiellement en mars de 2013, et cette grande épopée où on met de l'avant des infrastructures terrestres, ferroviaires, enfin de différentes manières pour assurer le commerce en Asie centrale, en Russie, en Europe orientale. Et est-ce que la Russie vraiment laissera tomber ça? Est-ce qu'elle prendra ses distances de la Chine dans un contexte où la Russie, c'est grosso modo une grosse station de gaz, ce n'est pas une économie très diversifiée? J'en doute fortement. Je pense que les relations entre la Chine et la Russie vont continuer à s'intensifier, ne serait-ce que pour faire contrepoids à l'Amérique de Joe Biden ou aux États-Unis de manière plus générale. Mais il faudra voir si les Américains sont capables tout de même de créer une brèche dans cette nouvelle alliance entre ces deux géants. Pour ce qui est du leadership américain, évidemment, ce n'est pas un seul homme qui peut tout changer. Le président des États-Unis, le beau est à la tête de l'exécutif. Il y a certaines choses qu'il peut changer, mais d'autres qu'il ne peut pas changer. Au niveau structurel, ce qu'on observe depuis fort longtemps, c'est un déclin relatif de la puissance américaine. Et ça, c'est tout à fait naturel et normal. De tout temps, il y a eu des États qui ont monté et qui ont connu un âge d'or et qui ont décliné. Et ça, c'est par la force des choses. C'est pratiquement une loi naturelle des relations internationales. La question, donc, ce n'est pas de savoir si les États-Unis vont continuer à décliner, parce qu'ils vont continuer à décliner en termes relatifs. La question, c'est de savoir s'ils seront tout de même capables d'exercer un leadership sur la scène internationale malgré ce déclin relatif. Et là, il y a un élément qui est important à prendre en considération. Le leadership international ne repose pas uniquement sur le produit intérieur brut ou sur le nombre de chars d'assaut que vous avez à votre disposition. Le leadership international repose sur les idées que vous véhiculez. Bien sûr, vous devez avoir les moyens matériels nécessaires pour donner vie à vos idées. Mais si vous les avez, et c'est le cas des États-Unis, vous pouvez aller très loin. Le modèle politique américain fait l'envie du monde. On rit des États-Unis, on les critique très souvent pour plusieurs choses, mais ce modèle politique fait l'envie du monde. C'est ce qu'on appelle le soft power en relations internationales. C'est-à-dire que les États-Unis ont l'appareillage militaire, mais ce n'est pas grâce à cet appareillage qu'ils sont capables d'exercer un leadership. C'est par ce sentiment d'adhésion qu'ils sont capables de susciter. Regardez simplement le nombre d'immigrants qui se dirigent vers les États-Unis, le nombre d'individus qui, à chaque année, font une demande pour devenir citoyens des États-Unis. C'est un modèle encore attractif et attrayant. Si on compare le modèle américain au modèle de Pékin, force est de constater que la Chine n'a pas de soft power. Ce n'est pas un modèle attrayant. Je ne connais personne qui souhaite tout quitter pour aller vivre une vie meilleure en Chine à l'heure actuelle, malgré les taux de croissance qui sont considérables depuis 20 ou 25 ans. La Chine n'a pas de soft power. La Chine n'a donc pas les moyens d'être une puissance contre-hégémonique. Elle ne peut faire contrepoids aux États-Unis au niveau des valeurs
et de l'histoire qu'elle raconte à des gens. Elle n'arrive pas à faire rêver le monde. Elle ébahit à cause de ses croissances, encore une fois, économiques. Mais ça s'arrête là. Donc, les Américains, s'ils jouent bien leurs cartes, seront capables normalement de poursuivre, de maintenir leur leadership international, même s'il y a un déclin relatif. Et ce leadership international pourra certainement perdurer encore longtemps si les principaux alliés des États-Unis travaillent main dans la main avec les États-Unis. Alors, la France, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Allemagne, le Japon, le Canada et d'autres, si tous ces États font un partenariat et qu'ils travaillent dans le même sens et s'appuient dans les organisations internationales, peut-être que le leadership américain pourra durer encore un certain temps. Du moins, c'est à espérer. Merci. Alors donc, là, le choix crucial, c'est celui des 2, 3, 5 dernières minutes qui nous restent. Donc, je vous impose de décider entre la relation amoureuse qui existait entre la Corée du Nord et la Maison-Blanche. Qu'adviendra-t-il de cette relation sous un gouvernement Biden? Toujours dans la région asiatique, qu'adviendra-t-il du traité TPP? Donc, croyez-vous que Biden essaiera de réintégrer l'accord de partenariat transpacifique, considérant que l'administration Obama-Biden est en faveur de ce traité, ou ce dernier suivra-t-il la voie de Trump? Donc, ou bien on clôt le chapitre Asie, ou vous vous aventurez au Moyen-Orient. Est-ce que Joe Biden peut s'attendre à un retrait? Est-ce que sous Joe Biden, on peut s'attendre à un retrait des troupes américaines de l'Afghanistan et du Moyen-Orient en général entamé sous l'administration Trump? Ou alors, qu'en est-il des relations entre les États-Unis et Israël? À quoi peut-on s'attendre de la nouvelle administration Biden? Donc, c'est le Moyen-Orient ou c'est l'Asie? À vous de choisir. Il nous reste quelques minutes. Écoutez, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais essayer de répondre à tout, mais rapidement. Merci encore une fois pour vos nombreuses questions. La Corée du Nord. Le président Trump a rencontré le dirigeant nord-coréen à 3 reprises. Ça n'a absolument rien donné. Non seulement ça n'a rien donné, mais le président Trump a donné de la légitimité à ce dirigeant qui est, que je ne qualifierai pas. Sous Joe Biden, je pense qu'il y aura une normalisation de la politique étrangère, encore une fois, dans la mesure où nous retournerons à ce que Susan Rice et Barack Obama appelaient la patience stratégique. Les Américains reviendront à l'idée suivante. Tant et aussi longtemps que Kim Jong-un n'acceptera pas la dénucléarisation de la péninsule coréenne, il n'y aura pas de rencontre directe et de négociation avec Pyongyang. Il n'y en aura pas. Si Kim Jong-un fait des pas dans la bonne direction et accepte un certain nombre de demandes, les Américains pourraient réduire le régime de sanctions contre lui. Si par contre Kim Jong-un décide de poursuivre avec ses tests de missiles intermédiaires ou de longue portée au-dessus du Japon, alors le régime de sanctions sera accru. Et donc, ce sera la patience stratégique dans le dossier nord-coréen. Pour ce qui est du partenariat transpacifique, qui était cher à l'administration d'Obama et de son secrétaire d'État, John Kerry, oubliez ça. Il n'y aura pas de partenariat transpacifique. Une première administration Biden ne cherchera pas à intégrer le nouveau partenariat là, qui était tout de même allé de l'avant sans les États-Unis. Biden, sa priorité au cours des 4 prochaines années, là, bien au-delà de la COVID, ce sera de s'assurer que les gens du Wisconsin, les gens du Michigan et les gens de la Pennsylvanie sont fiers de son administration et qu'ils considèrent que Biden fait assez pour eux. Aller signer un partenariat. Pourquoi? C'est important parce que ce sont ces États-là qui font une élection. On l'a vu il y a une semaine ou une semaine et demie. Donc, ça sera au cœur de ses priorités. Ce ne sera pas la Californie ou la Floride, sa priorité. Ça va être ce qu'on appelle la Rust Belt, les États du Midwest. Partenariat transpacifique, si on va dans ce sens-là, on envoie le message inverse. On envoie le message qu'on n'a rien à cirer des intérêts des cols bleus ou des petits travailleurs qui proviennent de ces États. Donc, il n'y aura pas de partenariat transpacifique. Pour ce qui est du retrait d'Afghanistan, oui. Joe Biden a toujours été contre les politiques qu'on appelle contre-insurrectionnelles, c'est-à-dire l'idée d'envoyer plein de soldats en Afghanistan ou en Irak dans le but de gagner les cœurs et les esprits des populations pour pacifier le pays. Biden n'a jamais été pour ça. D'ailleurs, il s'est opposé à Bob Gates et puis à Hillary Clinton à l'époque de l'administration Obama sur cette question-là.
Pour Biden, ce qui importe, c'est les mesures contre-terroristes. C'est-à-dire, on envoie juste des troupes spéciales faire le travail au besoin et on se retire, on ne garde pas de soldats sur place. Donc, Biden ne voudra pas d'intervention militaire à l'étranger. Donc, l'Afghanistan, vous pouvez être certain qu'il va retirer. On ne retirera pas jamais totalement tous les soldats d'Afghanistan. Il va toujours en rester quelques-uns, quelques centaines peut-être, mais il n'y aura plus de grands déploiements comme ce qu'on a pu voir au cours des dernières années. Et par contre, pour ce qui est de la lutte contre Daesh, Biden va poursuivre, mais toujours en envoyant des troupes d'élite. Parfois en Syrie, parfois en Irak, dans le but, donc, encore une fois, de détruire leurs infrastructures essentiellement. Donc, Afghanistan et les guerres au Moyen-Orient, ça sera, comme on dit, a light footprint. Donc, ça sera une empreinte très, 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 très légère sous Biden. Et puis finalement, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Biden n'est pas favorable aux interventions militaires. Oui, voilà, je pense avoir répondu à l'ensemble des questions de manière, bien sûr, assez générale. Merci beaucoup. Merci à vous. Rénal. Merci beaucoup, M. Paquin et Guimond. Et merci à tous de votre participation et de vos questions. Nous en avons appris beaucoup sur la politique étrangère des États-Unis. Merci encore une fois au professeur Paquin pour ce survol super intéressant de la situation actuelle, clairement entre rupture et continuité. Parlant de continuité, n'oubliez pas de continuer à nous suivre sur nos médias sociaux, car d'autres événements seront annoncés bientôt. Notre prochain sera dans une semaine, jeudi le 19 novembre, avec une discussion sur la diplomatie urbaine. Étant donné aussi que plusieurs événements virtuels des autres sections CIC sont accessibles à tous, jetez un coup d'œil sur le calendrier des activités sur le site du Conseil international à l'adresse indiquée plus tôt, en cliquant sur « Événements ». Merci d'avoir participé à notre activité ce soir et je vous rappelle de ne pas hésiter à devenir membre du CIC en consultant notre site conseillinternational.org. On se dit donc à la prochaine. Merci à tous et au revoir. Merci, messieurs, et merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci. Au revoir.